Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est celui de la santé et de l'investissement dans la santé avec Olivier de Royer à mes côtés, gérant Action Internationale chez Montpensier Finance. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire, Merci bonsoir à tous. Beaucoup d'être avec nous. Un mot peut-être pour rappeler les grands drivers. Qu'est-ce qui intéresse fondamentalement quand on investit dans le secteur de la santé, globalement, aujourd'hui dans le monde, Olivier ? D'abord, il faut savoir qu'il y a vraiment une vague d'innovation impressionnante en ce moment dans le domaine de la santé, avec beaucoup de nouvelles modalités de traitement qui sont apparues ces dernières années. Alors, l'ARN messager, on a beaucoup parlé avec le Covid. Bon, c'est vrai que maintenant, on commence à en parler pour les vaccins anti-cancer personnalisés. Il y a des sujets comme la thérapie génique, la thérapie cellulaire, même des sujets peut-être un peu moins connus, comme les anticorps complexes, c'est-à-dire les anticorps dits bispécifiques ou dits conjugués. Anticorps conjugués notamment qui devraient remplacer pratiquement toutes les chimiothérapies dans les 10-15 prochaines années. Donc tout ça, c'est des domaines dans lesquels on a des perspectives de croissance qui sont de au moins 20% quand on regarde les attentes jusqu'en 2030, donc de croissance par an. Donc c'est quelque chose de très impressionnant. Il y a aussi des progrès qui sont liés à la technologie, puisque effectivement, tout ce qui est algorithme d'intelligence artificielle, pour le diagnostic, notamment par imagerie, on est capable de beaucoup plus voir des tâches à l'imagerie et de caractériser la tâche. On sait que pour la détection et le traitement des cancers à stade précoce, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est beaucoup mieux traité à stade précoce. Et puis, on est capable aussi, finalement, grâce à des cibles thérapeutiques validées, c'est un peu technique, mais de mettre au point, grâce aux algorithmes, finalement, des candidats médicaments qu'ensuite on va tester, mais on est capable d'en faire beaucoup plus qu'avant. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement porteur. Et donc cette révolution fait qu'on a des perspectives de croissance dans le secteur qui sont extrêmement fortes. Alors si on essaie de segmenter, nous, on trouve qu'il y a beaucoup d'innovations dans le domaine du diagnostic. Je parlais de l'imagerie médicale, mais également de la biologie, avec le séquençage notamment génétique des tumeurs. Ça, c'est un premier champ très, très important. Deuxième champ, c'est tout ce qui est découverte de médicaments, avec toutes ces nouvelles modalités de traitement qu'il faut effectivement transformer le plus vite possible en médicaments pour le compte des patients. Et c'est vrai que grâce au Covid, on est capable d'aller plus vite. Et certains médicaments, maintenant, on peut peut-être les mettre sur le marché en 4-5 ans au lieu de 8-10 ans avant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on a vu ce qu'on était capable de faire pendant le Covid, vous dites ça va accélérer quand même beaucoup de protocoles, de processus, Voilà, on ne pourra pas faire aussi vite parce qu'on a financé des phases en parallèle, qu'on a acheté des essais à la poubelle, enfin on était prêt à le faire si ça ne marchait pas, mais quand même on peut gagner du temps. Bon, ça c'est un point positif. Et puis tout ça, c'est une complexité énorme en termes de production, et donc tous les acteurs spécialisés de la production, les équipementiers de production, les bioprocess, c'est des secteurs qui sont externalisés aujourd'hui à peu près à 40%, et donc la complexité fait qu'il y a un appel d'air à l'externalisation, et donc ils vont bénéficier de la croissance du secteur avec en plus un surcroît de croissance. Donc ça, c'est un peu les éléments importants, et je dirais, c'est pour ça que nous, on a décidé avec cette opportunité de lancer un fonds en 2021, Esculap SRI, donc dans le domaine de la santé, qui est un fonds qui est en plus labellisé ISR. C'est un secteur qui globalement cherche à faire du bien, et donc c'était normal d'être labellisé ISR et classé article 9. Donc pour profiter effectivement de toutes ces tendances, on a mis ce fonds en place chez Montpensier. Quand vous décrivez ces moteurs d'innovation et ces régimes de croissance de 20% par an, ça veut dire quand même qu'on a un secteur qui fonctionne, alors je vais dire à deux vitesses, parce que je ne retrouve pas 20% de croissance par an chez Sanofi par exemple. Là, vous nous parlez, non mais ça veut dire que vous nous parlez effectivement d'un segment de la santé très particulier autour d'entreprises beaucoup plus dynamiques que les grandes pharma. Alors, chacune a de l'intérêt. C'est intéressant, j'imagine, peut-être sur le plan de l'investissement, de détenir des pharma pour telle ou telle raison. Mais là, vous nous parlez d'autre chose, Olivier. Oui, alors, les pharma, d'abord, ça équilibre un portefeuille en termes de volatilité. C'est extrêmement défensif. Et puis, il y en a quand même, à partir du moment où elles sont vraiment concentrées et où elles concentrent leur force sur quelques franchises thérapeutiques, sont capables de nouer les meilleurs partenariats avec les meilleures biotech. Il y en a, finalement, comme Novo Nordisk, qui ont des croissance très forte, mais c'est sûr que là, je parle des modalités de traitement les plus pointues, les plus innovantes. L'ensemble du secteur pharma, globalement, santé, c'est plutôt du 7-8% de croissance au niveau mondial, ce qui est quand même déjà très fort. C'est deux fois la croissance mondiale, mais c'est pas 20%, on est d'accord. Là, c'est pour tout ce qui est de plus pointu, de plus innovant, et c'est ce qu'on va chercher à capter le plus.
Le thème M&A est toujours très présent dans le secteur de la santé, puisqu'on sait que les grands labos, en l'occurrence, ont un firepower toujours important. Hein. C'est peut-être des enveloppes de 10-15 milliards chaque année. Est-ce que là, on a une dynamique particulière en ce moment autour du M&A, de la fusion? Oui, on a un vrai retour d'appétit des pharma qui achètent des biotech. C'est vrai que vous avez peut-être vu l'acquisition de Prometheus, c'est quand même 10 milliards de dollars la semaine dernière, donc par Merck. Il faut savoir que c'est quand même une société qui n'a pas de produit sur le marché encore aujourd'hui. Hein. Et à titre de comparaison, d'ailleurs, la petite française Abivax a un produit qui finalement est relativement au même stade d'avancement dans le parcours clinique, et ça vaut 20 fois moins. Bon, il y a des raisons qui peuvent l'expliquer, mais enfin, en tout cas, c'était quand même une opération transformante. Il y a eu aussi une acquisition de GSK. Et puis si on regarde un peu les chiffres, qu'on prend un peu de recul, on était tombé au premier trimestre 2022 avec des valorisations élevées, des craintes sur le financement à 2 deals seulement annoncés dans le secteur. Et puis on est remonté graduellement vers 9-10 deals T2, T3 l'année dernière, et puis on est revenu maintenant à 15, à la fois sur le 4e trimestre et le premier trimestre. Qui est un régime de croisière. Donc, qui est un régime de croisière. On voit qu'il y a une vraie accélération. Il y a quand même certains grands laboratoires pharmaceutiques qui font face à des échéances brevetaires, hein, notamment tout ce qui est les domaines de l'inflammation, de l'immunité, avec des gros produits, notamment Humira, qui est le plus gros produit, qui était le plus gros produit de la pharma. Et donc, ils ont quand même besoin de remplacer, de retrouver de la croissance. Et comme il y a de l'innovation et que les prix des biotech ont beaucoup baissé l'année dernière, clairement, ça crée un appel d'air. Après, il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. Nous, on a essayé d'avoir un process de sélection vraiment chez Montpensier assez rigoureux, avec une focalisation sur des équipes de management expérimentées, sur des sociétés qui ont quand même au moins 2 ans de visibilité de cash. Sinon, les valorisations baissent assez fort. Oui, bien sûr. Voilà, et avec vraiment des preuves de concept sur des produits qui ont démontré quelque chose déjà de significatif. Quand même, ça m'intéresse. Prometheus et Abivax, vous dites Abivax à la même molécule, enfin à un stade plus avancé sur son... À un stade légèrement plus avancé. On rachète pour 10 milliards de valeur d'entreprise Prometheus. Abivax, j'ai pas vu la CAPI, mais forcément c'est sous le milliard. Oui, c'est voilà, forcément. Mais si, c'est quand même une question. C'est une vraie question. C'est vrai. Pourquoi pourquoi? Parce que malheureusement, en France, l'écosystème n'a pas toujours délivré ce qu'il aurait fallu. En France, c'est l'Europe, quoi. En Europe, il y a quand même des très beaux succès. Hein. En Europe, il y a des succès. Quand on voit une société comme Genmab, qui est une biopharma, qui a eu un succès phénoménal avec une plateforme d'anticorps qui est impressionnante et qui est aujourd'hui la première biopharma européenne, il y a des succès. En France, ça a été plus difficile, mais ce qu'on espère justement, grâce à des initiatives comme les nôtres, grâce à un financement aussi public, avec notamment l'initiative Tibi, qui prend pas mal de soutien et pour laquelle on est qualifié, on espère que ça va permettre, grâce à un meilleur financement, d'avoir des essais cliniques qui vont être plus pertinents, qui vont permettre de tester plus de choses et d'avoir plus de résultats. Voilà, c'est tout ce qu'on espère. Ouais. Avec toujours cette notion d'expertise. Hein. Enfin, ça fait 10 ans que je parle des biotech et des introductions en bourse, etc. C'est ce besoin d'expertise aussi, c'est-à-dire d'avoir la casquette de financier, d'avoir aussi l'expertise ou accès à l'expertise médicale c'est très important. Et je veux dire que nous, dans notre process, on essaye au maximum d'avoir des contacts aussi avec des médecins. Alors, il y a des analystes, mais d'avoir des médecins, des praticiens qui permettent vraiment de valider nos thèses d'investissement. Comment se comporte le secteur en bourse? Alors, il y a la question de la valorisation, parce que quand on parle de 20% de croissance et plus, ça peut impliquer des valorisations parfois importantes. Dans un moment où là, on terminait le tour de table tout à l'heure, juste avant vous, Olivier, où tout le monde nous dit qu'il faut être défensif. Comment se comporte la santé là, en tout cas, la santé, c'est clairement un secteur défensif. Alors, en début de l'année, le marché était moins défensif. Donc, c'est vrai que les big pharma ont baissé, les sociétés plus innovantes sont globalement mieux comportées. Mais globalement, sur le plan économique, il n'y a pas de débat, c'est un des secteurs les plus défensifs. C'est-à-dire que 90% du secteur est défensif. Les seules sociétés qui ne le sont pas vraiment, c'est celles qui sont dépendantes éventuellement des investissements des hôpitaux, s'il y a un peu de crédit de crunch. Mais l'essentiel du secteur est défensif économiquement. Boursièrement, l'année dernière, ça a été un peu plus complexe parce que les laboratoires pharma pas chers ont été très défensifs. Les sociétés innovantes plus chères ont été moins défensifs. Mais maintenant, on arrive au bout du cycle monétaire. Il y aura peut-être encore une hausse de taux, peu importe. Mais globalement, on est au bout. Et donc, effectivement, on voit que même dans les journées de marché compliquées, globalement, la plupart des sociétés du secteur sont défensives parce qu'effectivement, les sociétés de croissance défensive, elles ont cette qualité défensive. Et donc, on a aujourd'hui un secteur qui a une forte croissance, et c'est quand même la croissance bénéficiaire qui fait la performance long terme sur les marchés, ça on le sait bien, donc une forte croissance, et également aujourd'hui une grande résilience par rapport au marché, donc c'est quelque chose qui nous semble attractif, alors que le secteur était plutôt en plus un peu en retard depuis le début de l'année.
Il y a des grands résultats cliniques là qui vont marquer les prochains mois, les prochains trimestres. Enfin, tout le monde a des calendriers en tête, j'imagine, quand on suit le secteur de la santé. Mais oui, il y aura des grands résultats importants là devant nous. Oui, bien sûr. Alors, il va y avoir des résultats de cardiovasculaire, d'efficacité cardiovasculaire des fameuses molécules GLP-1 dont vous parliez avant-hier sur le plateau. Oui. Et l'anti-obésité, marché de l'anti-obésité. Allez réécouter l'interview d'avant-hier. Exactement. Anti-obésité. Il va y avoir des résultats dans Alzheimer. Alzheimer, c'est quand même... la neurologie, c'était le cimetière de la pharmacie et c'est en train de devenir sa nouvelle frontière. Il commence à y avoir des succès, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Il y a eu une première molécule. Alors, c'est pas un miracle, là encore, il ne faut pas se leurrer, ça retarde les symptômes d'Alzheimer. Mais il y en a une deuxième qui pourrait même peut-être être un peu meilleure, où on attend quand même des résultats dans les mois à venir et d'autres. C'est vrai que dans la maladie d'Alzheimer, on commence à avoir un début de quelque chose et ça, c'est quand même encourageant. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour ces perspectives et cette analyse du secteur de la santé que vous nous avez apporté ce soir. Olivier de Royer, gérant chez Montpensier Finance, qui est avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart.